Bonjour à tout le monde. Merci Absa. C'est un colloque vraiment super intéressant. Moi, le seul panel auquel j'ai assisté était vraiment passionnant et très enrichissant. Et le point que je voulais évoquer avant que vous ne terminiez, que je n'ai pas pu faire, c'est comment nous parlons des violences. Parce que je crois que ça, c'est une vraie question aussi par rapport aux violences. Et quand on parle de viol, par exemple, c'est même ressorti de la part des panélistes, parce que c'est comme ça que nous parlons du viol et des violences basées sur le genre. C'est une femme, elle s'est fait violer. Non. Elle a été violée. Et souvent, c'est comme ça que l'on s'exprime quand il y a des cas de violence et qu'on veut en parler, comme si la fille participait justement à cet acte qu'elle a subi, alors que c'est quelque chose qu'elle a subi. Et là, il y a une enquête du Codesria sur les violences. Et là, c'était d'ailleurs la parole à des victimes de violences, des femmes qui justifiaient elles-mêmes pourquoi elles ont été violées. Pour vous dire, le formatage et toute cette culture que nous avons par rapport à la situation de dominer des femmes dans la société et cette culture de soumission et de victimisation que les femmes elles-mêmes, elles ont intégrée et qu'elles véhiculent. Donc, ces victimes de viol étaient en train de justifier pourquoi elles ont été violées. Et il y en a qui vous disent, ben c'est parce que c'était trop tard, déjà, malheureusement, j'étais sortie à 23h30 et voilà quoi. Donc, c'est pour ça que ça s'est passé. Comme si elle ne devait pas avoir la liberté de sortir à 23h30. D'autres qui vous disent, non mais c'est parce que moi, j'avais un habit qui n'était pas très approprié. Donc, j'avais une jupe qui était un peu trop fendue et c'est peut-être ça qui a tenté donc la personne. Donc, pour vous dire qu'elle-même remettait en question cette liberté qu'elle pouvait avoir pour porter ce qu'elles avaient envie de porter. Pourquoi quand on porte une jupe, mais une personne peut se permettre de venir violer la personne parce qu'elle porte une jupe et que la victime elles-mêmes disent, mais écoute, ça s'est passé parce que moi, j'étais habillée de telle façon. Donc, je pense que le problème essentiel est aussi au niveau de nos façons de penser et d'agir. Je pense qu'il y a un énorme travail, comme l'a dit la journaliste qui a intervenu tout à l'heure, comme Ami et Warka l'ont dit. Je pense qu'il y a un travail d'éducation énorme qu'il faut faire pour transformer cette façon de penser et d'agir, autant au niveau des filles et des femmes qu'au niveau des garçons et des hommes. Parce que je pense que le premier problème, il est déjà là. Il faut que l'on se sente et que l'on se comporte comme des personnes autonomes et libres, autant que les garçons. Il faut que l'on pense déjà l'égalité à ce niveau-là, pour que l'on puisse ne pas justifier un viol parce qu'on a été habillé de telle ou telle façon. Donc, pour revenir à ça sur la thématique générale et le concept central que vous avez discuté ces 3 jours, le féminisme, c'est certain que les collègues ont dû le dire. C'est un concept qui est toujours avec nous dans la recherche, avec les journalistes dans la production, avec les artistes dans leur production, en combat de légitimité. On nous dit toujours, c'est un concept qui n'est pas de chez nous, qui est occidental. Pourquoi nous permettons d'être féministes? Mais je pense que les différentes réalisations, les différents travaux qui sont faits depuis montrent bien l'intérêt et montrent bien quand même qu'il y a un cheminement. Je pense que si on prend l'exemple des études et recherches, on a vu comment les sciences sociales aujourd'hui
sont enrichis par la perspective féministe. Comment des questions importantes au niveau de la famille, au niveau de l'organisation de la société, au niveau du secteur de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau en tout cas de toutes les sphères de la vie, que ce soit domestique ou publique, il y a un questionnement qui est beaucoup plus riche aujourd'hui. Il y a une méthode, une démarche pour aborder cette question-là qui est beaucoup plus fine aujourd'hui parce que justement, nous avons ces concepts centraux-là, le genre, les rapports de pouvoir qui nous permettent d'être plus fins et d'aller plus en profondeur dans ces questionnements-là. Je pense qu'au niveau de la sociologie aujourd'hui, c'est un champ qui a sa légitimité. On a au niveau de la section de sociologie de Gaston Berger un parcours qui aujourd'hui a différents enseignements sur la sociologie du genre, sur les rapports sociaux de sexe. Et ça nous permet vraiment d'interroger autant l'organisation de la famille que celle de la société, et avec des études et recherches qui sont réalisées par les étudiants autant en licence qu'en master, et même des thèses. Et ça nous permet de questionner les inégalités dans la société. Et je pense que c'est un travail qui est important, avec quand même aujourd'hui une production qui est, je pense, riche de plusieurs mémoires de master, de plusieurs thèses, et qui aujourd'hui quand même est un corpus assez intéressant sur ces questions qui sont importantes dans la société et que nous devons comprendre et analyser avec des outils comme le concept de genre qui permet d'interroger le rapport social, qui interroge les interrelations entre les hommes et les femmes, qui interroge les rapports de pouvoir, qui interroge les privilèges, qui interroge les discriminations, qui interroge les stéréotypes. Et ça, c'est des questions qui sont importantes et qui méritent d'être comprises, je pense, d'être étudiées avec une production de savoir qui nous permet vraiment de les analyser et de progresser. Parce que c'est ça aussi la perspective féministe. C'est d'avoir une production de savoir qui nous permet d'agir. Qui nous permet d'agir sur la société, qui nous permet d'agir sur les inégalités et qui nous permet de dépasser les lignes et de déconstruire ce que nous, on a considéré comme des inégalités, ce que nous, on a considéré comme des injustices, et travailler à une société où il y a une citoyenneté pour tous et où les filles et les garçons, les hommes et les femmes, mais écoute, ont leur pleine citoyenneté. Et autant dans l'éducation, on peut avoir donc des filles comme les garçons qui vont à l'école, parce que ce n'était pas le cas. L'éducation qui devient aujourd'hui universelle, ce n'était pas le cas. C'est parce que justement, il y a eu une remise en question de cette organisation-là qui voulait, disons, appliquer ce que Françoise Héritier appelle une valence différentielle, une valeur qui est différente aux filles et aux garçons, avec des frontières. Et beaucoup de frontières pour les filles qui ont des limites dans leur vie quotidienne, dans leur vie familiale, comme dans la vie publique. Et d'ailleurs, avec même une impossibilité de suivre certaines formations, déjà de se capaciter pour pouvoir jouer certains rôles dans la société. Si on prend donc l'exemple de l'éducation, on voit ça. Et on voit que c'est avec, disons, des actions et des combats comme avec la FARD, qui est l'association des féministes et chercheurs africaines pour la recherche et le développement, dont est membre Fatou Sow, d'ailleurs membre fondatrice avec Marie-Angélique Savané, et le travail de la FAWE, qui ont contribué, je pense, à ce que l'on est aujourd'hui
disons, quasiment dans l'élémentaire, une égalité au niveau de l'éducation entre les filles et les garçons. Et quand on s'intéresse même au niveau collège, au niveau lycée, au niveau université, on voit que plus on progresse dans la pyramide, moins il y a une présence de filles. Et si on va à l'université avec, par exemple, comment dire, le cycle du doctorat, on se rend compte que on est quasiment à 20% de présence féminine. Et même si on voit ceux qui sont inscrits en thèse, il y a de plus en plus de filles qui n'arrivent pas à la soutenance. Et ça, dû à beaucoup de contraintes dans la société. Ça veut dire que les contraintes sont là et dans le domaine de l'éducation, il faut arriver à les identifier, à les pointer. Et ça, c'est un travail qui est réalisé par les études féministes qui s'intéressent aux inégalités dans l'éducation et aux contraintes auxquelles font face les filles dans ce domaine-là. Si on s'intéresse à la santé, le domaine de Khadi, ben, là aussi, on se rend compte qu'il y a énormément d'inégalités de santé, et notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et la santé reproductive, et notamment en ce qui concerne les filles et ce qui concerne les femmes, eh bien, parce que c'est un domaine justement qui n'a pas été suffisamment exploré, suffisamment documenté, et où il y a beaucoup de manquements. Et ce n'est que récemment, je pense que c'est en 2005, qu'on a eu une loi sur la santé de la reproduction et qui donc essaye autant au niveau de l'accès aux services qu'au niveau de la disponibilité de l'information, de la disponibilité des outils, des produits de contraception, etc., qu'on ait une attention et des investissements à la hauteur de la part des pouvoirs publics, parce qu'il a fallu questionner ce domaine-là et dire là où il y a des problèmes et où est-ce qu'il faut investir pour justement arriver à bout des inégalités dans le domaine-là. Et ça, c'est le rôle et la contribution des recherches féministes dans ce domaine-là. Si on s'intéresse à la participation politique, à la participation des femmes dans la vie publique de manière globale, là, on va au Sénégal, qu'on a eu une loi sur la parité depuis 2010, qui a d'ailleurs du mal à être mise en œuvre, sauf dans la législature passée, où quand même on a 40% de députés aujourd'hui. Mais ça, c'est un combat qui a été porté essentiellement par le laboratoire genre, certes par les organisations de femmes, par le COSEF, qui a eu un travail important vraiment en termes de campagne, en termes de sensibilisation, mais il a fallu que le laboratoire genre de l'UCAD et le caucus des femmes prennent en main la question et documentent justement la marginalité de la place des femmes dans l'espace politique et montrent où est-ce qu'elles se situent justement dans l'espace public et même dans les partis politiques où se situent les femmes et dans les sphères de décision où est-ce que se situent les femmes pour quand même interpeller et montrer la marginalité de leur place et l'importance justement de prendre une loi comme la loi sur la parité pour que les choses puissent bouger. Donc je pense qu'il y a un ensemble de contributions déjà dans le cadre de la production scientifique, dans le cadre de la production de savoir, et il y a un ensemble d'actions, parce que c'est ça aussi le féminisme, c'est la production de savoir, c'est la théorie, c'est l'approche, c'est alimenter la façon de voir, mais aussi alimenter l'action, comment on peut transformer justement ces constats d'inégalité, ces constats d'injustice, et je crois que c'est ça qui s'est passé dans ces domaines-là, même s'il y a encore beaucoup de questions, il y a encore beaucoup de problèmes, on l'a dit, les interventions que j'ai suivies l'ont bien pointé, il y a encore un ensemble d'inégalités, il y a encore une volonté politique à affirmer, vous n'entendez pas, excusez-moi, il y a encore donc tout un travail au niveau politique, au niveau politique publique à mener pour qu'on puisse avoir
transformation pour que ces inégalités-là constatées puissent bouger. Maintenant, si on prend l'exemple des universités, parce que, bon, voilà, je suis de l'université, donc c'est le milieu que je connais le plus, et qu'on s'intéresse à, disons, à la gouvernance universitaire, qu'on s'intéresse au mode, disons, d'organisation, donc à la culture organisationnelle dans les universités et tout. Moi, je crois que le premier constat, c'est déjà de dire que l'université reproduit la société. L'université reproduit la société et effectivement, les universités au Sénégal, ailleurs c'est peut-être aussi le même constat, mais en tout cas au Sénégal, les universités sont des mondes d'hommes. Les universités reproduisent cette culture patriarcale, ce mode d'organisation où effectivement c'est les hommes qui sont au-devant de la scène. Donc il y a encore tout un travail d'humanisation, je pense, à faire dans les universités. Et je crois que le travail qui est fait par la COFULEF, qui est la convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin, COFULEF que vous connaissez, est un travail très important parce que c'est déjà de réaliser un audit genre dans les universités et de voir où est-ce que se situent les femmes dans les universités. Au niveau des étudiants, parce qu'il y a 3 communautés dans les universités. Il y a la communauté estudiantine, il y a les personnels administratifs, techniques et de services, et il y a le personnel d'enseignement et de recherche. Si on va déjà au niveau des étudiants, on voit que c'est dans les premiers cycles, c'est au niveau de la licence 1, licence 2 et peut-être même en licence 3, qu'on a une présence, disons, plus ou moins équilibrée entre les étudiants et les étudiantes. Et quand on va en master déjà, on voit qu'il y a une forte différence. En tout cas, si on prend l'exemple de l'université Gaston Berger, que je connais mieux, on est à une présence de 30% au niveau des masters. Et si on va maintenant dans le doctorat, je le disais tantôt, on voit vraiment que ça fléchit encore et ça va jusqu'à 20%. Et si on voit maintenant les soutenances de thèse, parce que le doctorat, il ne suffit pas seulement de s'inscrire, il suffit de faire le parcours et de pouvoir soutenir sa thèse de doctorat, on voit beaucoup d'abandon à ce niveau-là. L'abandon, c'est pas seulement dans le primaire, c'est aussi dans le supérieur et c'est au niveau du doctorat aussi. Et quand on s'intéresse justement à ces filles-là et à leur parcours, on voit qu'effectivement, il y a un ensemble de contraintes comme nous les constatons et nous les observons dans la société sénégalaise de manière générale, parce que quand elles sont en thèse, les filles, leur tranche d'âge, c'est entre 25 ans, 30 ans. Dans la société sénégalaise, c'est entre 25 ans, 30 ans que les filles se marient, que l'on se marie. C'est entre 25 ans, de plus en plus. Hein, et c'est à cet âge-là qu'on a une première maternité, etc. Et le problème essentiel auquel on fait face dans tous les milieux, c'est cette conciliation justement entre études, carrière professionnelle et vie familiale. Parce que justement, nous n'avons pas les mécanismes qu'il faut pour accompagner cela. C'est ça qui manque dans les universités. Et justement, la cellule genre de l'université Gaston Berger de Saint-Louis essaie de travailler sur ça. Et je pense que c'est une des seules universités où nous avons dans le campus une case des tout-petits où les étudiantes peuvent amener leurs enfants, où le personnel administratif, technique et de service peut amener ses enfants, parce que c'est ça aussi, c'est la prise en charge des enfants qui pose un problème. Et c'est cette difficulté-là qui fait que beaucoup abandonnent, parce que justement, n'ayant pas les ressources pour pouvoir donc assumer ces différents rôles-là qui sont
on peut dire quasiment à la charge exclusive des femmes. Donc, je pense que ça, c'est un élément. Et d'ailleurs, les cellules genre dans les autres espaces aussi, je pense que ont un travail à faire sur cela. Avec nos collègues de l'UCAD, il y a déjà une réflexion qu'on avait entamée avec Aram Ndoye sur ça. Je pense qu'il y a à faire sur cela. Quand on s'intéresse au personnel administratif, technique et de service, là aussi, on constate qu'il y a plus de femmes que d'hommes à l'université. Mais la question, c'est où est-ce qu'elles se situent, les femmes? Elles sont dans les postes, disons, subalternes, dans les postes de service, où il n'y a pas peut-être besoin d'une grande qualification et d'une formation donc qualifiante d'un certain niveau. Et donc, ce qui fait qu'elles ne sont pas dans les sphères de décision dans donc l'université. On voit très peu de femmes qui sont chefs de service, qui sont chefs de service administratif ou qui sont secrétaires générales de l'administration ou qui exercent en tout cas ces fonctions-là qui sont donc des postes de décision dans l'administration et notamment dans l'administration universitaire. Si on s'intéresse au personnel d'enseignement et de recherche aussi, déjà le constat, c'est des statistiques qui varient entre 15, 16 et même 12% dans certaines universités entre le personnel d'enseignement masculin et féminin. Et si on s'intéresse à ces 15%, si on prend les universités où il y a le plus de femmes, déjà parmi ces 15%, eh ben, on va avoir une majorité qui est dans les postes d'assistants ou de maître assistant. Très peu de femmes qui sont dans les postes de maître de conférence et vraiment encore beaucoup moins quand on s'intéresse maintenant au poste de professeur titulaire. Donc, il y a des carrières vraiment beaucoup plus difficiles et où les passages dans les échelons, donc avec les candidatures au niveau du CAMES sont beaucoup plus longues pour les femmes et peut-être beaucoup plus difficiles. Et généralement, elles achèvent les carrières universitaires pour ce qui est des personnels d'enseignement et de recherche en étant généralement maître assistante et très peu maître de conférence et vraiment encore moins donc professeur titulaire. Ce qui fait que quand on va dans les postes qui sont occupés par les dans les universités par les enseignants, on a très peu de femmes qui sont doyennes de faculté, directeurs du FR ou recteurs. Ce n'est que récemment, je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, depuis quand est nommé Ramatoulaye? 5, voilà. Donc, c'est 5 ans, c'est de toute façon récent, c'est vraiment très récent. Donc, c'est seulement depuis 5 ans qu'on a eu au Sénégal la première femme recteur à l'université de Thiès. À la suite, on a eu l'université de Diamniadio. Et puis après, on a eu l'université du Sine Saloum, je pense. Hein, c'est les 3. Sine Saloum, il y a 2 ans, je pense. Donc, quand même, ça commence, je pense, à changer. Voilà, presque la moitié. Donc, ça, c'est un énorme progrès, je pense, parce qu'on a beaucoup de femmes maintenant, quand même, qui ont la possibilité voilà, d'assumer ces fonctions-là. Donc, voilà. Exactement, exactement. Je crois que ça, c'est une bonne question. Donc, les cellules genre, je pense que, voilà, c'est depuis 2012 qu'elles ont commencé donc, à exister dans les universités. Bon, je pense que c'est des structures qui ont un potentiel de transformation des universités qui est énorme, mais c'est des organisations qui n'ont pas les ressources qu'il faut, autant au niveau des personnels et des personnes qui les ont en charge, qu'au niveau des ressources financières
pour mettre en œuvre justement des actions et pour voir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des universités pour faire bouger les lignes, pour changer cette configuration justement que les cellules genre ont pour rôle vraiment de transformer et d'améliorer. Je pense que c'est des mécanismes qui peuvent apporter beaucoup, mais déjà je crois qu'il y a un problème dans la compréhension de qu'est-ce que les cellules genre peuvent faire et peut-être aussi au niveau des personnes que l'on met là. Parce qu'il y a une culture au Sénégal et peut-être partout ailleurs. Hein, quand on parle de genre, on pense que c'est les femmes et c'est seulement les femmes qui doivent être là. Et quand on met une femme, on a réglé le problème. Et je crois que ça, on le voit vraiment dans beaucoup de domaines et dans des cellules genre aussi parce que on a des cellules qui sont mises en place et qui sont en complète léthargie, qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas de moyens et on n'entend pas de voix, ne serait-ce que pour dire qu'écoutez, ça ne va pas, il faudrait qu'on fasse ceci ou cela. Mais bon, c'est des cellules qui existent juste comme ça pour de nom parce qu'il y a un arrêté ministériel qui a imposé, disons, l'institutionnalisation des cellules genre, autant dans les ministères que dans les universités. Donc, on fait du politiquement correct, on met en place une cellule sans qu'on ait aucun contenu, sans qu'on ait aucune activité et sans que ça n'ait aucun impact justement sur le fonctionnement des universités. Alors que les cellules genre, en tout cas pour l'expérience de Gaston Berger, je ne vais pas dire qu'on est satisfait de ce que nous avons. Hein. Moi qui suis la présidente de la cellule, je suis très peu satisfaite de ce que nous faisons, mais quand même, je pense qu'il y a des efforts et il y a quand même des débuts de réalisation. Moi, j'ai chahuté toujours le recteur quand on avait des réunions. J'ai dit, ben, monsieur le recteur, notre plan d'action, il est devenu un plan d'intention. Et il me dit, mais non, Fatou, il ne faut pas dire ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, écoutez, il faut qu'on ait un budget. Il faut que dans le budget de l'université, qu'on puisse vraiment avoir notre part pour les activités que nous voulons mener dans le cadre de notre plan d'action. Nous sommes une des cellules qui a travaillé sur un plan d'action, qui a pu bénéficier de l'accompagnement de partenaires pour vraiment élaborer suite à un audit genre, parce que nous avons réalisé un audit pour voir autant dans la gouvernance universitaire où est-ce que se situent les femmes, comment on prend en charge les besoins spécifiques des femmes et des personnes en situation de handicap, parce que nous prenons en compte aussi les personnes en situation de handicap. Dans le cadre de vie, qu'est-ce qui est fait aussi pour créer les conditions de vie, d'études et de travail qui prend en compte les besoins des femmes. Moi, je fais une parenthèse, souvent, quand je représentais les enseignants de rang B dans l'assemblée de faculté, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années à l'université, quand je posais la question des toilettes, mais beaucoup se grattaient la tête pour dire, mais vraiment, c'est gênant, Fatou, pourquoi il pose ici les questions des toilettes? Je dis, mais écoutez, les questions des toilettes, c'est important. Et effectivement, nous voulons des toilettes séparées, parce que les femmes, les filles, les étudiantes, les personnels femmes, nous avons besoin d'avoir des espaces où quand nous avons besoin d'aller dans les salles d'eau là, mais écoutez, qu'on y soit, enfin pas confortablement, mais qu'on puisse avoir l'eau et qu'on puisse vraiment trouver ça vraiment correct et que l'on ne se fasse pas surprendre par des messieurs. Donc c'est important parce que je dis, mais écoute, un être humain, mais écoute, il mange, il a besoin d'aller faire ses besoins dans les salles d'eau, il a besoin d'aller dormir. Mais donc, il faut faciliter cela et ça, l'université doit le prendre en charge. Donc, ce n'est pas une question taboue ou honteuse, c'est un besoin et il faut le prendre en charge correctement. Donc, autant dans le cadre de vie, dans les infrastructures aussi qui doivent être vraiment mises aux normes, parce qu'on a des infrastructures où il y a exclusivement des escaliers, pas de rampe, donc ça ne facilite pas l'accès pour les personnes en situation de handicap, ce qui est en train d'être changé quand même, parce que si on va à l'UFR
des sciences de l'éducation et de la formation sur le sport du FRCEFS. On a des rampes, vraiment c'est des infrastructures qui sont accessibles et on a des toilettes séparées et des toilettes vraiment bien construites où vraiment c'est aux normes et où vraiment on ne va pas se plaindre. Et il y a aussi, je pense, tous les nouveaux bâtiments qui d'ailleurs dans leur comité pour faire les visites de chantier, etc. La cellule genre est convoquée pour venir voir avec les étudiants en situation de handicap qui sont dans la cellule pour voir vraiment la conformité, est-ce que dans le chantier on a pris en compte les besoins spécifiques, etc. Donc autant dans la gouvernance, le cadre de vie et d'études, que aussi au niveau de la formation, on essaye vraiment de voir comment on prend en compte justement l'approche genre. Qu'est-ce qui est fait? Quels cours existent? Est-ce qu'on a des enseignements justement qui prennent en compte ces problématiques-là? Parce que c'est important que ça soit dans le curriculum, qu'on puisse avoir un cours qui porte sur l'approche genre et qui met en débat cette question-là, autant par les étudiants, par les enseignants que par les personnels. Bon, pour l'instant, on a quelques cours au niveau du département de sociologie, on a quelques cours au niveau de sciences politiques et sciences juridiques, mais ce qui reste, et ça c'est une des batailles de la cellule genre et équité, c'est qu'on ait un cours qui est transversal, qui est obligatoire, qui est suivi autant par les étudiants en médecine que par les étudiants en informatique, les étudiants en sociologie, en lettres, en mathématiques, et tout pour qu'ils aient cette sensibilité-là sur ces questions-là. Donc, il y a ce projet-là qui est encore sur la table et je pense que c'est quelque chose qui se fera parce que de toute façon, c'est un débat déjà et je pense que les autorités académiques se rendent compte de l'importance justement d'avoir cette sensibilité-là et de comprendre pourquoi c'est important justement que dans les universités, on ait des enseignements donc, qui prennent en compte cette perspective-là et qui nous sensibilisent sur les inégalités dans la société, notamment sur les inégalités de genre. Donc, dans la formation, dans la recherche aussi, parce que ça fait partie de ce que les cellules genre aussi doivent avoir dans leur attention, c'est que l'on puisse, dans les recherches qui sont menées dans l'université, avoir un intérêt aussi sur ces problématiques-là. Et je pense que c'est les mêmes UFR qui sont encore concernés. C'est en sciences humaines et sociales, c'est en sociologie qu'on a un ensemble de projets de recherche quand même, notamment avec le laboratoire GEST que je coordonne, qui est au département de sociologie, mais qui est un laboratoire qui est pluridisciplinaire et qui a un ensemble de collègues et d'intervenants qui sont donc de divers secteurs qui interviennent sur la citoyenneté, donc des questions importantes comme ça, la citoyenneté, sur les droits fonciers, parce que nous, on est dans un espace rural, c'est une université rurale, donc on s'est beaucoup intéressé tout de suite aux droits fonciers, on s'est intéressé bien sûr à la question des violences. Nous avons, avec ONU Femmes, eu des bourses pour, je pense, une dizaine d'étudiants il y a quelques années pour réaliser une étude de référence sur les violences dans les différentes régions du Sénégal. Et nous collaborons d'ailleurs aujourd'hui avec le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre pour mettre en place une plateforme justement numérique et avec un système de SMS pour relayer des cas de violence, pour collecter des données avec des relais qui sont dans les différents départements du Sénégal et aussi pour sensibiliser parce qu'il y a tout un programme de formation et d'information qui accompagne cette plateforme-là qui est bâtie avec le ministère du Genre, de la Famille et de la Protection des droits de l'enfant. Et aussi, il y a des questions importantes aussi, comme la question du corps des femmes, liées aux questions de violence, mais aussi liées au sport. Dans le cadre d'un projet
que nous avons eu à mener avec une université suisse, l'école des hautes études et l'université catholique de Yaoundé, et avec une post-doctorante qui travaille beaucoup avec vous aussi, Maram Cissé. Nous avons travaillé sur le sport et sur le football féminin. Et comment le football féminin, justement, est une expérience de citoyenneté pour ces filles-là qui pratiquent le sport, qui pratiquent le football. Comment ça leur permet de déconstruire justement cette image-là, que le football, c'est masculin, c'est aux hommes, etc. Donc c'est un programme qui est très intéressant. Et dans le cadre duquel justement, dans le cadre d'un post-doctorat, Madame Cissé donc, est en train de faire un travail avec justement CENI, qui est au niveau de la Fédération sénégalaise de football, celle qui s'occupe de football féminin, et aussi avec l'équipe nationale de football. Donc pour suivre le parcours de ces filles-là, pour voir les différentes contraintes auxquelles elles font face, et comment, justement, elles ont cette attitude d'autonomisation, cette attitude de citoyenneté, cette attitude de déconstruction, justement, de cette image de la femme, de son corps qui doit être, voilà, comme on dit là, avec l'idéal type décrit par Goran Mbodj, les trois longueurs, les trois rondeurs, les trois blancheurs, en parlant de comment elle doit être, comment elle doit être bâtie et ce qu'elle doit aussi entretenir, vraiment, voilà, pour être l'épouse idéale et la femme idéale qui plaît, voilà, à l'homme. Donc, voilà un ensemble, je pense, de travaux et de recherches qui montrent l'intérêt de la perspective féministe déjà au niveau théorique, déjà au niveau de la compréhension et de la production des savoirs que nous produisons dans nos universités. Comment ces savoirs-là doivent s'intéresser aux préoccupations en termes d'égalité, aux préoccupations en termes d'équité, de justice sociale et d'égalité de genre dans nos sociétés-là. Et comment aussi, de manière, disons, opérationnelle, de manière concrète dans la vie de nos universités, comment les cellules genre, avec une collaboration avec les groupes de recherche qui sont spécialisés sur ces questions-là. Donc, à Saint-Louis, c'est comme ça qu'on a pu organiser parce que, bon, je pense que c'est tombé sur une seule personne qui est la présidente de la cellule genre et qui est la coordonnatrice du groupe d'études et de recherche genre et société. Je crois que ça a facilité le fait que, bon, je puisse faire à mes doctorants des études, bon, je vais dire, en les exploitant sans les payer parce qu'on n'a pas de ressources. Justement pour faire des audits, genre pour pouvoir réaliser des études qui nous permettent d'alimenter vraiment et de documenter surtout les inégalités dans les universités, où se situent les femmes et les leviers éventuels sur lesquels on peut vraiment s'appuyer pour renforcer vraiment la compréhension et la connaissance sur les inégalités-là, et avoir une communication qui prend en compte ces questions-là. C'est quelque chose que je n'ai pas abordé tout à l'heure avec la cellule de genre, parce que la communication à l'université, c'est très important. D'avoir une communication inclusive, moi, c'est ce que je rappelle tout le temps aux recteurs. On ne peut pas, en s'adressant aux étudiants et aux étudiantes, dire à chaque fois les étudiants. Quand on s'intéresse aux enseignants, dire « messieurs les enseignants ». Ça, c'est une remarque que j'avais faite déjà au premier recteur. J'étais une assistante stagiaire, ce que je vous disais il y a 30 ans de ça déjà. Je recevais tout le temps une convocation pour assister à l'assemblée de l'université qui mentionnait « messieurs les enseignants ». J'ai dit « ah, il y a un problème ». J'ai dit « mais monsieur le recteur », une fois en assemblée, là, j'ai dit « je vais le dire quand même ». Je l'ai répété et répété plusieurs fois, hein, parce que j'étais assistante stagiaire, je vous dis ça il y a 30 ans. Donc vous imaginez, j'étais comme certaines étudiantes ici, là, dans la salle. Donc j'ai préparé, j'ai répété plusieurs fois la question, j'ai dit, mais quand même, je vais la poser. Hein. Donc moi, j'étais là et j'attendais pour prendre la parole. J'ai dit,
Mais monsieur le recteur, je pense que quand vous convoquez l'assemblée de l'université, dans les lettres que vous nous adressez, il faut mettre madame, monsieur, des enseignants. Moi, je ne suis pas monsieur, un enseignant. Donc, toute la salle a rigolé pour vous dire, c'était comme une anecdote, voilà, pour rire. Mais quand même, à la suite, il a donné l'ordre au secrétaire général de l'université que désormais, dans le courrier, qu'on puisse mettre madame et monsieur. Et c'était le professeur Lamine Ndiaye, voilà, qui est actuellement à l'Académie des sciences et qui est l'ancien recteur, le premier recteur, disons, de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, je pense qu'il y a tout un travail de déconstruction et c'est à nous de le faire et nous devons le faire. On l'a dit tout à l'heure avec les journalistes qui parlaient tantôt. C'est la même chose pour nous, les chercheurs. Khadi, je n'ai pas parlé du projet que nous allons faire ensemble, alors que c'est très important, c'est sur les violences gynécologiques et obstétricales. Parce que quand on parle de santé des femmes, il y a aussi ces violences gynécologiques et obstétricales que l'on constate. Et il y a un réel besoin d'humaniser justement les soins, et respecter le corps des femmes et aussi, vraiment, c'est un domaine à questionner, à documenter pour que l'on voit comment les pratiques vont changer. Donc ça montre, professeur, que le chantier, il est énorme. Mais de toute façon, nous devons y être, comme je dis. Nous pouvons faire bouger les lignes. Nous devons faire bouger les lignes. Et l'autre question importante, c'est que nous devons le faire ensemble. Ça, vraiment, c'est une interpellation. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler devant un public d'étudiants, de professionnels, en tout cas de femmes, de jeunes, d'hommes qui réfléchissent sur ces questions-là, c'est de nous interpeller aussi sur ce devoir de solidarité et d'être ensemble, parce que le chantier, il est tellement énorme. Ce que nous, on veut transformer est tellement bien ancré dans les mentalités, dans les façons de penser et d'agir, que pour que ça bouge, il faut une synergie d'action dans ce que nous faisons. Autant les chercheurs, les enseignants, nous qui travaillons sur les concepts, sur le savoir, nous devons nous intéresser à ce qui est préoccupation et le documenter. Autant vous qui relayez l'information, ceci doit alimenter ce que vous faites pour que, effectivement, les politiques que nous voulons renouveler, que nous voulons transformer, mais écoute, suivent aussi cela. C'est déjà à notre niveau et ensemble que nous devons, je pense, faire changer les choses pour que ceux qui nous ont en face, qui sont en face de nous aussi, se rendent compte qu'effectivement, parce que comme l'a dit tout à l'heure, c'était Mamitou, il y a beaucoup d'ignorance de bonne foi. Une ignorance qui est là, c'est pas fait exprès, c'est de l'ignorance de bonne foi. Beaucoup parmi nous, dans la société, autant parmi les femmes que parmi les hommes, et dans tous les secteurs de la vie, mais ont une grande ignorance des inégalités, de pourquoi ça doit changer, et qui ne se questionnent pas justement parce qu'il y a cette ignorance-là. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient interpellés, il faut qu'ils soient sensibilisés, pour qu'ils se rendent compte. Et pour ça, je pense que c'est chacun dans son domaine, et après maintenant, tous et toutes ensemble, que nous pourrons faire changer les choses, faire bouger les lignes.